Bonsoir à tous, nous allons découvrir ensemble le sommaire de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Alors que les vacances d'été approchent de leur terme, il est déjà l'heure de commencer à penser à la rentrée. Elle aura lieu le 6 septembre à Monaco et les établissements scolaires sont déjà prêts à accueillir les élèves. Des travaux de rénovation ont été menés pendant la pause estivale. C'est ce que nous découvrirons à l'école des Carmes et à l'école Saint-Charles notamment. La Covid a continué d'occuper la une de l'actualité tout au long de l'été, pas seulement en Europe, mais bien dans le monde entier. De très nombreux pays ont dû faire face à une hausse du nombre de contaminations en raison du variant Delta. En Israël, où le combat contre le virus semblait être presque gagné au printemps, là aussi, il a fallu faire face à une recrudescence de cas. Nous serons avec le journaliste d'I24 News, Jean-Charles Banoun. Il nous expliquera que le pays continue de miser sur la vaccination pour sortir de la crise. L'été n'est pas tout à fait terminé et la belle saison dure à Monaco, mais 2 mois après sa réouverture, nous nous sommes rendus à la plage du Larvoto pour savoir ce que pensaient les baigneurs de cette rénovation. Il y a ceux qui optent pour la mer et les autres qui préfèrent la piscine. Ce qui est sûr, c'est que pour être à l'aise en mer, certains se perfectionnent en piscine dans un cadre idyllique au stade nautique Régnier 3. Et pour finir sur une note estivale encore, mais gourmande cette fois-ci, nous irons goûter les produits stars de l'été, les glaces aux parfums de plus en plus variés. Il reste 1 semaine et demie avant que ne retentissent à nouveau les sonneries des établissements scolaires. Si l'heure est aux ultimes questions logistiques, d'emploi du temps ou de gestion des classes, du côté des structures en elles-mêmes, les grands chantiers d'été ont pris fin. Christine Datomel et Jean-Alexandre Dordet sont allés constater sur place, à l'école des Carmes et à l'école Saint-Charles, les changements intervenus. Alors que les élèves de la Principauté s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école d'ici quelques jours, des travaux de rénovation ont été entrepris dans différents établissements scolaires de la Principauté le temps des vacances. Un ensemble d'opérations plus ou moins conséquentes pour donner un coup de jeune à certains locaux, mais aussi pour veiller à respecter la sécurité des enfants et pour poursuivre les efforts entrepris par la Principauté en matière d'environnement. Cette année, à l'école des Carmes, nous avons réalisé la rénovation de la cour extérieure en EPDM, en sol souple, pour harmoniser un peu et donner un peu de gaieté à l'école pour les enfants qui vont rentrer bientôt dans l'établissement. Nous avons aussi amélioré l'accès aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil roulant vers le secrétariat et aussi dans l'établissement pour qu'ils puissent accéder pleinement à l'établissement. La salle de la cantine a elle aussi subi quelques transformations. Des dessins colorés et ludiques ornent dorénavant les murs. Et si l'école des Carmes s'est refait une beauté cet été, à l'école Saint-Charles, les travaux en cours touchent à leur fin et l'établissement se prépare lui aussi à accueillir les petits. Nous avons rénové tout le hall d'accueil ainsi que des sanitaires, 3 blocs sanitaires dans les étages qui étaient aussi relativement vétustes. Et nous avons refait toute la partie garde au corps sur les cours de récréation qui est par obligation de sécurité. Du côté du quartier du Jardin Exotique, l'ensemble des bureaux administratifs de l'école des Révoirs a lui aussi été rafraîchi, tout comme l'infirmerie et 2 salles polyvalentes. Des travaux de peinture, d'étanchéité et d'électricité ont aussi été effectués. Les lumières ont été remplacées par des LED par souci d'économie d'énergie. La rentrée des classes s'effectuera le 6 septembre prochain en Principauté. Travaux et rentrées sont également à la une du premier point info de cette édition. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia. En effet, 2 importants chantiers domaniaux sont actuellement en cours, proches de l'avenue de Fontvieille. Le premier concerne l'îlot Pasteur et le second, le chantier du Grand Ida. C'est justement pour la création de la sortie du parking de ce dernier que l'avenue de Fontvieille est fermée depuis le début du mois, dans le sens descendant uniquement et de 6h à 21h30. Le tunnel sera de nouveau ouvert à la circulation le 1er septembre. Une nouvelle série de travaux sera à prévoir en février prochain. Après avoir évoqué hier la rentrée des plus petits, de précieuses précisions aujourd'hui pour la rentrée des collégiens et lycéens. Eux aussi auront leur rentrée le lundi 6 septembre. Au collège, les classes de 5e ont rendez-vous dans la cour pour le traditionnel appel de la rentrée des classes à 8h. Suivent ensuite les 4e à 9h30, puis les 3e à 11h.
Les élèves de ces classes sont priés de venir dès la rentrée avec leur ordinateur portable chargé. Les 6e ont eux rendez-vous en début d'après-midi à 14h. Du côté du lycée Albert Ier, les classes de BTS et DCG feront leur entrée à 8h30, suivies des terminales à 9h, les premières à 10h30 et les secondes à 14h30. Les élèves de seconde qui étaient scolarisés au collège Charles III l'an passé devront eux aussi apporter le jour de la rentrée leur ordinateur portable bien chargé évidemment. Bien difficile de dire aujourd'hui encore quand le vaste combat mondial contre la Covid-19 s'achèvera. L'été n'aura pas marqué une pause tant attendue comme l'an passé. Le variant Delta est passé par là et a contribué à relancer la pandémie là où elle semblait être maîtrisée, comme ce fut le cas au printemps en Israël. Le présentateur de l'émission i24 News, le Prime, est notre invité ce soir pour faire le point sur la situation actuelle dans le pays. Bonsoir Jean-Charles Banoun. Bonsoir Patricia. La Covid occupe la une de l'actualité en Israël également, mais avant d'évoquer plus particulièrement ce dossier, le pays reste sous tension par ailleurs à ses frontières. L'été a été marqué par une nouvelle escalade de violence. Oui, c'est malheureusement pour Israël une sorte de quotidien qui se répète depuis quasiment la création de cet État. C'est un pays qui est en permanence en état de guerre, notamment avec certains de ses voisins. Par exemple, si on prend l'exemple du Liban, c'est un pays avec lequel techniquement Israël est toujours en guerre, c'est le cas de la Syrie également. Et puis bien sûr, il y a des problèmes de sécurité que pose le fait de ne pas avoir résolu encore la question de la coexistence avec les Palestiniens. Et tout cela crée un État évidemment sécuritaire que l'on ne sent pas au quotidien, évidemment, de manière permanente. Parce que ça oui, c'est ce que j'allais vous demander, Jean-Charles. Comment on apprend à vivre sous la menace? La peur existe ou elle a été totalement domptée par les Israéliens au quotidien? Non, je ne parlerai pas de peur. Je dirais qu'il y a toujours c'est un pays qui est sur ses gardes en permanence, mais ça ne se voit pas. C'est ça qui est formidable quand vous arrivez dans ce pays. C'est pour ça que autant de gens venaient, je dis venaient parce que c'est plus le cas maintenant avec le coronavirus, mais venaient passer des vacances ici. 4 millions de touristes à l'année juste avant le coronavirus, parce que justement c'est un pays dans lequel on ne sent pas du tout cet état de veille permanent sécuritaire, parce que justement c'est un pays qui a su complètement intégrer cette menace dans son quotidien. C'est ça qui est formidable. Alors, sur le front de l'épidémie, l'exemplarité israélienne a souvent été saluée. Peut-on revenir tout d'abord sur la façon dont les autorités ont pris à bras-le-corps le dossier lorsqu'il s'est présenté? Dès le départ, on a vu que la manière de contenir tout cela, ce serait à la fois de fermer les frontières et puis de confiner très rapidement les gens. Donc on a été très vite, nous, aux prises avec des mesures extrêmement drastiques. Et puis l'autre aspect, c'est qu'à la fois le système de santé israélien a parfaitement su s'adapter parce qu'il est habitué à vivre des situations de crise, à cet état sanitaire tout à fait exceptionnel. Et puis, il y a eu l'étape de la vaccination aussi, avec lequel Israël a su anticiper, en devenant un peu ce pays pilote pour le monde entier de la vaccination Pfizer. Et ça aussi, ça a aidé Israël à sortir un peu plus tôt que les autres de la crise. Mais aujourd'hui, on est revenu à une sorte de casse-départ qui est assez inquiétante. Oui, alors, on nous disait qu'Israël avait réussi là où beaucoup d'autres avaient échoué. On frôlait, je crois, l'immunité collective au printemps. Mais la situation s'est détériorée au début de l'été. Où en est-on aujourd'hui et comment explique-t-on cette détérioration? Je crois que la cause de la détérioration, c'est un petit peu celle que connaissent tous les pays. C'est le fameux variant Delta qui est arrivé extrêmement contagieux dans le pays. Et au moment où l'immunité collective n'était pas atteinte, même s'il y avait un très fort taux de vaccination, ce n'était pas suffisant encore pour permettre l'immunité collective. Et du coup, ça a fait repartir complètement la contamination dans le pays. On est à près de 10 000 cas par jour actuellement, ce qui est énorme, alors qu'on n'en avait quasiment plus il y a encore quelques mois. Donc voilà, c'est au moment où on était presque arrivé à l'objectif que ce variant Delta a tout remis en cause, malgré une vaccination très importante. Quelles ont été les mesures sanitaires mises en place en juillet et août, justement, fort de cette situation qui se dégradait? Alors, fermeture des frontières, ça a été évidemment la chose qui a été la plus importante. On interdit même aux Israéliens maintenant de voyager dans certains pays, sauf motif impérieux. Il y a une quarantaine qui a été remise en place. On a remis le port du masque, évidemment. Par contre, on ne veut plus confiner. Le nouveau gouvernement qui est désormais aux commandes en Israël ne veut plus revenir au confinement parce que ça a été un vrai traumatisme pour les Israéliens qui en ont eu beaucoup et qui ne veulent plus en entendre parler.
Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage la troisième dose, la fameuse troisième dose de vaccination pour quasiment tous les âges. On est à plus de 30 ans aujourd'hui, mais ça va sans doute descendre encore, parce qu'on a constaté que c'était le remède qui permettait d'éviter aujourd'hui la saturation des hôpitaux et qui marchait effectivement. Cette troisième dose a un vrai effet et permet de diminuer les cas graves. Un dernier mot, Jean-Charles Banoun. On sait qu'il existe beaucoup de passerelles entre la principauté de Monaco et Israël. Vous l'évoquiez. Qu'en est-il des entrées et sorties du pays à ce jour ? Alors, on peut sortir d'Israël aujourd'hui, mais il faut vraiment avoir à l'esprit qu'au retour, il y aura une quarantaine obligatoire pour quasiment tous les pays. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui permettent d'échapper à une quarantaine au retour en Israël. Alors, pour les citoyens israéliens qui veulent voyager, donc c'est possible, mais on ne peut pas aller partout, sinon il faut une autorisation spéciale. Et pour ce qui est des rentrées, eh bien, seuls les Israéliens sont autorisés à venir. Il y a des dérogations qui sont accordées, mais vraiment de manière extrêmement ténue, difficile, pour ceux qui ont de la famille en Israël, qui ne sont pas israéliens, et qui peuvent venir à condition d'être parents au premier degré. Et puis, on avait autorisé certains groupes à venir en Israël, mais là aussi, c'est vraiment sous des conditions draconiennes. Donc, le tourisme n'a pas repris en Israël, et on ne sait pas, aujourd'hui, on ne peut pas dire quand ce sera possible, parce qu'on se rappelle que c'est à cause de l'ouverture des frontières au mois de juin que le variant Delta est revenu en Israël. Donc, on veut vraiment éviter de nouveau de se retrouver avec un nouveau variant. Jean-Charles Banoun, merci pour votre témoignage et cet éclairage sur la situation actuelle en Israël. Merci Patricia. De retour à Monaco où la saison estivale touche à sa fin, il y a 2 mois, tout au début des vacances, rouvrait la plage du Larvoto entièrement rénovée. Elle n'a pas désempli depuis et nous avons voulu savoir ce que les baigneurs en pensaient. Vos réponses au micro de Chrisinda Tomel. Je l'ai trouvé plutôt agréable. Les travaux, oui, c'est quand même plus spacieux, plus agréable, on va dire. C'est aéré, je trouve, donc blanc, sobre, j'aime beaucoup. C'est très bon, oui. Yeah. Ok. Je trouve ça pas mal du tout. Mais après, bon, je pense toute cette partie-là, un peu opaque, je l'aime moins. Vraiment bien. C'est la première fois que je reviens depuis un certain moment et c'est super sympa. Écoutez, je trouve que la plage est assez sympa. Effectivement, il y a peut-être un petit peu trop d'immeubles autour de la plage, mais le cadre reste quand même agréable. Et il y a des restaurants juste au bord de la plage, ce qui rend le tout agréable. It's very, very beautiful and I love the whole area. Yes, I do. It's very beautiful. I think it's beautiful. Yeah, we've really enjoyed it. Très bien, très moderne, c'est toujours très propre. Donc c'est beaucoup mieux qu'avant. C'était nécessaire de faire des travaux, effectivement. Et en été, l'équation est assez simple. Il y a donc la plage et la piscine. Le stade nautique Régnier 3 connaît toujours une belle affluence. Il y a les sportifs, les baigneurs aguerris, ceux qui aiment se prélasser entre 2 plongeons. Et il y a les apprentis nageurs. Voyez ce reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. C'est ce que l'on appelle se jeter à l'eau au sens propre du terme. Ces jeunes enfants ont rejoint leurs maîtres nageurs respectifs. Savoir nager est essentiel pour éviter les noyades, mais aussi pour que l'eau devienne un vrai plaisir. En règle générale, on commence par travailler la respiration, puis après on travaille la flottaison, il y a les immersions, propulsion, et tout dépend en fonction de la progression de l'enfant. En fait, on travaille de manière ludique, on a du matériel, des frites, des planches, des cerceaux qui vont dans l'eau pour faire l'immersion par exemple. Et tout dépend des enfants, vu qu'on a un public assez hétérogène. On adapte vraiment nos séances à chaque enfant. 2000 à 2200 leçons sont données ici au cours de la saison estivale et en ce début août. Succès aussi pour cet été 2021. Environ 240 cours ont été dispensés par chacun des maîtres nageurs. Il y a des créneaux horaires réservés aux leçons. Dans la journée, il y a quelques créneaux qui sont possible pour faire des leçons, donc en fonction du nombre de maîtres nageurs, parce qu'avant tout c'est quand même la sécurité du bassin qui m'importe. Donc on en recrute 12 maîtres nageurs à la saison. Donc dans les maîtres nageurs, il y a des BESAN qui sont aptes à donner des leçons et des BNSSA qui eux sont en surveillance. Donc en fonction de leur planning, on organise pour qu'ils puissent donner des leçons. Difficile d'avoir un pourcentage exact, pourtant une chose est sûre à Monaco, des générations et des générations d'enfants ont appris à nager ici, une véritable tradition pour certains. Depuis plus de 50 ans, depuis que la piscine a été rénovée, puisqu'elle est dans cette configuration depuis plus de 50 ans, la mairie de Monaco s'attache, avec le service des sports qui organise ça de la plus belle des manières, à pouvoir offrir
à la population, en particulier aux jeunes, aux enfants, le moyen d'apprendre à nager dans cette magnifique piscine. Et comme apprendre à nager peut se faire toute l'année, la mairie propose aussi l'hiver des cours à la piscine Saint-Charles. Nous retrouvons Alexandra Pani pour le volet culturel de ce journal et quelques idées de sorties à venir, dont une dès demain soir à la Villa Paloma. Patricia, si vous souhaitez vous faire une toile sous les étoiles, demain soir, le nouveau musée national propose la dernière séance nocturne de la saison, avec au programme une œuvre de Roberto Del Boy, Conz, l'ultimo collectionnista, à 21h. Avant cela, le public peut découvrir gratuitement l'exposition de Shimabuku. Des places sont encore disponibles, mais pensez bien à réserver sur l'adresse email du musée, public@nmnm.mc. Et il ne reste plus que quelques jours pour découvrir les 2 expositions du Grimaldi Forum. Du côté de l'espace Ravel, la grande exposition estivale consacrée à Alberto Giacometti recense plus de 230 œuvres de l'artiste. Une rétrospective exceptionnelle en association avec la fondation éponyme. À l'espace Indigo, ce sont des bijoux d'artistes qui sont présentés, issus de la collection de Diane Venet. De Picasso à Kunz, 180 pièces sont présentées. Les 2 expositions refermeront donc leurs portes ce dimanche. Et à un plus long terme, des idées de sortie avec plusieurs spectacles, Alexandra. Un concert pour commencer au Grimaldi Forum toujours, avec la venue du chanteur français Julien Clerc le 11 septembre à 20h30. Puis je vous propose de rire du côté de l'espace Léo Ferré, avec tout d'abord Gaspard Proust et son humour cinglant le 15 octobre à 20h30, et Maxime Gasteuil qui s'est fait connaître d'abord sur la toile avec ses formidables comparaisons Paris-Province. Il sera lui sur scène le 5 novembre à 20h30 toujours à l'espace Léo Ferré. Une petite halte gourmande avant de découvrir les prévisions météo. Rien de mieux en été que de se rafraîchir avec une bonne glace. Il y en a pour tous les goûts et cela reste un must comme ont pu le constater Juliette Rappert et Thomas Deus. J'ai pris une glace parce qu'il fait chaud, vraiment très chaud et elles sont vraiment très bonnes ici. J'ai pris une glace aujourd'hui parce qu'il fait super chaud et j'avais besoin de me rafraîchir. Il n'y a que ça qui rafraîchit, puis elles sont bonnes, elles sont tout. Ouais, c'est un des plaisirs de l'été. Il fait chaud à Monaco et quoi de mieux que de se rafraîchir avec une bonne glace place du marché. Vous en aurez pour tous les goûts. Chocolat, yaourt, mangue, banane. Chez Santo Gelato, on compte en kilos de glace. On vend pas mal de kilos de glace par jour, sachant qu'à peu près on a des parfums best-sellers comme le Choco Pop, on en vend à peu près 9 kilos par jour parfois. Donc si on fait ça x 32, parce qu'on a 32 parfums l'été, ça fait déjà pas mal de glace. Après, tout dépend des jours, mais c'est vrai que le samedi, dimanche, on vend beaucoup de glace et on a pas mal de personnes qui viennent toute la journée au glacier, sachant qu'on est ouvert de 9h jusqu'à minuit. Donc on voit beaucoup de monde pendant ces heures-là. 9 kilos de glace x 32 parfums, c'est 288 kilos de glace vendus par jour en moyenne, ce qui reste un très beau chiffre pour cette saison particulière. La saison pour nous, pour l'instant, se passe assez bien. Il y a un petit peu moins de touristes, comme on a pu remarquer. On a beaucoup de touristes européens, français, anglais. Les touristes qui viennent de plus loin, malheureusement, ils ne sont pas encore là cet été. Mais c'est pas grave, on a de la chance de travailler beaucoup avec les locaux, les gens de Monaco et autour de Monaco. Donc on fait nos journées et on est très contents malgré toute la saison. Locaux ou touristes peuvent déguster des glaces, mais aussi des verrines, des biscuits glacés dans ce commerce de famille, présent depuis 30 ans en principauté pour vous faire rêver avec la star de l'été, la glace. Une glace bien appréciable quand le soleil est de la partie notamment. Est-ce que ce sera le cas demain, jeudi, Alexandra, ou est-ce que les menaces d'orage vont persister ? Plus aucun nuage de prévu à l'horizon pour jeudi, Patricia. La journée sera claire avec un soleil bien présent et des températures stationnaires allant de 20 à 27 degrés. Mais cette accalmie ne sera que de courte durée. Des averses seront de nouveau prévues pour la fin de semaine. N'oublions pas jeudi de fêter la Saint-Natacha. Et puis avant de refermer ce journal, ces photos en provenance d'Afrique du Sud. La famille princière est réunie autour de la princesse Charlène qui est en convalescence après l'intervention qu'elle a subie il y a une dizaine de jours. Vous le voyez sur ces images, le prince Albert II, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella profitent ensemble des derniers jours du mois d'août. Les clichés ont été publiés par la princesse Charlène qui a également mentionné que la princesse Gabriella s'était elle-même coupé les cheveux et qu'elle avait fait de son mieux pour tenter d'égaliser cela. Voilà pour ces instantanés familiaux. Nous nous retrouvons demain à 19h pour une nouvelle édition.
Et nous vous proposons de repartir à la chasse au trésor pour clore ce journal. Stéphane Dana est allé faire une série de photos de petits détails à côté desquels nous passons parfois sans y prêter attention. À vous de les retrouver. À demain.